Elle entendit un cri venant des égouts, et lorsqu'elle s'approcha, elle trouva une petite fille couverte de boue, avec des yeux plus terrifiés qu'elle n'en avait jamais vus de sa vie. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que cet enfant perdu, oublié dans les sous-sols de la ville, était la fille de l'homme le plus riche et le plus craint de la nation. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. La pluie frappait impitoyablement les ruelles étroites du quartier de la colline de l'Espérance. Élodie marchait rapidement, se frayant un chemin entre les flaques d'eau qui se formaient sur le sentier irrégulier de terre et de pierre. Ses pieds lui faisaient mal, dans ses chaussures trempées, après une autre journée épuisante de travail au snack-bar de M. Gilbert. Le ciel sombre et chargé semblait conspirer contre elle, qui ne voulait que rentrer chez elle, serrer son fils Thomas dans ses bras et se reposer un peu avant de préparer le dîner. Les grosses gouttes de pluie ruisselaient sur son visage fatigué, se mêlant à la sueur de sa journée de travail. Ses pensées oscillaient entre les factures à payer et les fournitures scolaires qu'elle devait acheter pour Thomas. Le garçon de 10 ans était sa plus grande joie et sa motivation pour affronter les difficultés quotidiennes. L'élever seul n'était pas facile, mais son sourire sincère et sa nature affectueuse rendaient tous ses efforts valables. C'est alors qu'un son faible, presque imperceptible au milieu du bruit de la tempête, attira son attention. Élodie s'arrêta, inclinant légèrement la tête pour tenter d'identifier l'origine de ce bruit qui ressemblait à un gémissement étouffé. Ses yeux parcoururent la rue déserte jusqu'à se fixer sur un égout près de la fin de la ruelle. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle distingua une petite silhouette recroquevillée près de l'entrée de l'égout. Elle s'approcha avec prudence, et à mesure qu'elle se rapprochait, ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qu'il s'agissait d'une enfant. Une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 6 ans tremblait violemment, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle était complètement trempée, sale, et semblait désorientée. « Mon Dieu du ciel !» s'exclama Élodie, s'accroupissant à côté de la petite. « Que fais-tu ici, ma chérie ?» La fillette leva des yeux effrayés, révélant un visage angélique marqué par les larmes et la saleté. Ses lèvres tremblaient, et elle ne murmurait qu'un seul mot, répétitivement, « Papa ». Sans hésiter, Élodie retira son manteau mouillé et enveloppa l'enfant. « Calme-toi, petite. Tout ira bien. Je vais t'emmener chez moi, te donner un bain chaud et quelque chose à manger. Ensuite, nous trouverons comment t'aider, d'accord ?» La fillette ne résista pas lorsqu'Élodie la prit dans ses bras. Son petit corps glacé se blottit instinctivement contre la chaleur de l'étreinte protectrice. Tout au long du chemin jusqu'à chez elle, Élodie murmurait des paroles de réconfort, tandis que son esprit bouillonnait d'inquiétude et de questions sur la façon dont cet enfant avait pu se retrouver là. En arrivant chez elle, elle trouva Thomas faisant ses devoirs, sous la surveillance de Madame Josette, la voisine qui s'occupait toujours de lui quand Élodie devait travailler tard. Le garçon leva les yeux de son cahier, curieux de cette arrivée inattendue. « Maman, qui est-ce » demanda-t-il en s'approchant avec prudence. « Je ne sais pas encore, mon fils. Je l'ai trouvée seule dans la rue, sous toute cette pluie. Madame, Josette, pouvez-vous m'aider? Je dois lui donner un bain et réchauffer quelque chose pour qu'elle mange. » La femme aux cheveux gris se leva promptement, son visage bienveillant marqué par l'inquiétude. « Bien sûr, Élodie, je vais préparer un chocolat chaud pendant que tu t'occupes d'elle. » Dans la petite salle de bain, Élodie aida la fillette à se déshabiller et à entrer dans la baignoire d'eau tiède. En la lavant soigneusement, elle remarqua que, malgré la situation dans laquelle elle l'avait trouvée, l'enfant portait des vêtements de bonne qualité, bien qu'il soit maintenant complètement ruiné par la boue. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement, tout en savonnant les cheveux sombres de la petite. « Léa » répondit-elle d'une voix basse, semblant un peu plus calme grâce à la chaleur du bain. « Quel joli nom, Léa. Peux-tu me dire où tu habites? Où est ta famille ?» Les yeux de la fillette se remplirent à nouveau de larmes, et elle secoua négativement la tête. « Je ne me souviens pas. Je veux juste mon papa. » Élodie sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de très anormal dans cette situation, mais à ce moment-là, le plus important était de faire en sorte que Léa se sente en sécurité et au chaud. Après l'avoir séchée et habillée avec un vieux t-shirt de Thomas, qui ressemblait à une robe sur la petite fille, elle l'emmena dans la cuisine, où le parfum réconfortant du chocolat chaud embaumait l'air. Thomas, qui observait tout avec curiosité, s'approcha de Léa avec l'une de ses petites voitures préférées dans les mains.
« Tu veux jouer avec moi ?» proposa-t-il timidement. Le premier sourire sincère apparut sur le visage de Léa, qui accepta l'invitation d'un signe de tête timide, tandis que les enfants commençaient à jouer dans le petit salon accueillant. Élodie et Madame Josette échangeaient des regards préoccupés. « Que vas-tu faire, Élodie ?» chuchota la dame âgée. « Il est déjà tard aujourd'hui et elle est épuisée. Demain matin, j'essaierai d'en savoir plus sur elle et sa famille. Pour l'instant, elle a besoin de se reposer et de se sentir en sécurité. » Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que cette nuit pluvieuse marquerait le début d'une histoire qui changerait à jamais non seulement sa vie et celle de son fils, mais aussi celle d'une famille puissante de l'autre côté de la ville où un homme désespéré ne parvenait pas à dormir, tourmenté par l'absence de quelqu'un de très spécial. Dans le penthouse luxueux du plus haut immeuble de la ville, Julien Mercier faisait les 100 pas, passant nerveusement ses mains dans ses cheveux impeccablement coupés. La vue panoramique qu'il admirait habituellement semblait maintenant se moquer de lui, avec ses lumières scintillantes qui ne révélaient rien sur l'endroit où se trouvait sa petite Léa. Nous avons fouillé toute la zone du centre commercial. « Monsieur Mercier », informa le chef de l'équipe de sécurité, son expression grave reflétant la gravité de la situation. Les caméras la montrent sortant avec la nounou par l'entrée principale. Mais après ça, « Comment cela a-t-il pu arriver ?» interrompit Julien, sa voix trahissant l'épuisement et le désespoir accumulés au cours des dernières heures. Elle était sous la responsabilité d'une professionnelle hautement recommandée. Comment une enfant peut-elle simplement disparaître comme ça? Coralie Lefebvre, qui jusqu'alors observait la scène en silence depuis l'un des canapés en cuir, italien, se leva avec l'élégance calculée qui la caractérisait. Ses talons hauts résonnèrent sur le sol en marbre, tandis qu'elle s'approchait de Julien. « Tu ne peux pas te blâmer, chérie, » dit-elle, posant une main délicate sur son épaule. « Personne ne s'attendait à ce que quelque chose comme ça puisse arriver. Peut-être que c'est un signe que tu as besoin d'aide pour t'occuper d'elle. Tu sais que j'ai toujours été là, prête à... » Julien se dégagea de son contact, marchant jusqu'à la fenêtre. Le reflet dans la vitre montrait son visage marqué par l'inquiétude et les nuits d'insomnie depuis qu'il avait pris la garde de Léa. Après l'accident qui avait emporté sa sœur, il s'était promis de donner à sa nièce tout l'amour et la protection qu'elle méritait. Maintenant, il avait l'impression d'avoir lamentablement échoué. « Je n'ai pas besoin que tu me rappelles tes offres, Coralie, » répondit-il sèchement. « Ce dont j'ai besoin, c'est de retrouver ma nièce. » De l'autre côté de la ville, dans la petite maison d'Élodie, Léa s'était finalement endormie dans le lit improvisé dans la chambre de Thomas. Le garçon avait insisté pour céder son lit à la visiteuse, se contentant de dormir sur le matelas par terre. Élodie observait les deux enfants endormis, son cœur maternel partagé entre la tendresse et l'inquiétude. Assise dans le salon minimaliste, éclairée seulement par la faible lumière de la télévision, elle regardait le journal télévisé du soir quand son monde bascula. À l'écran, le visage de Léa souriait sur une photo officielle, à côté du titre sur sa disparition. Et il était là, Julien Mercier, le milliardaire le plus en vue de la ville, lançant un appel émouvant pour retrouver sa nièce. « Léa est tout ce qu'il me reste de ma sœur. » Sa voix étranglée résonnait dans le petit salon. « S'il vous plaît, si quelqu'un a la moindre information... » Élodie sentit son sang se glacer. La fillette qui dormait dans sa maison, qui tremblait seule sous la pluie quelques heures plus tôt, était la nièce de l'homme le plus puissant de la ville. Son premier réflexe fut de prendre le téléphone et d'appeler immédiatement la police, mais quelque chose la retint. Les paroles de sa défunte mère résonnèrent dans son esprit. « Tout n'est pas ce qu'il semble être à première vue, ma fille. Parfois, il faut regarder plus profondément pour trouver la vérité. » Elle se leva et alla dans la chambre, observant une fois de plus le sommeil paisible de Léa. Comment cette enfant avait-elle pu se retrouver seule dans cette partie de la ville? Pourquoi la nounou n'était-elle pas avec elle? Et pourquoi, même après avoir vu son papa à la télévision, la fillette semblait-elle si effrayée quand elle mentionnait ce mot? Elle décida qu'elle devait enquêter davantage avant de faire quoi que ce soit. Non par méfiance envers l'oncle de la fillette, qui semblait sincèrement dévasté, mais par un instinct maternel qui l'alertait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Dans la demeure Mercier,
Coralie restait aux côtés de Julien même après que tous les autres soient partis. Elle l'observait avec un mélange d'inquiétude et de calcul, comme une joueuse d'échecs évaluant ses prochains coups. « Julien, commença-t-elle doucement, tu dois te reposer un peu. Laisse-moi m'occuper de tout pendant quelques heures. Après tout, même avant, tu sais, j'ai toujours été ta personne la plus fiable, n'est-ce pas ?» Il la regarda, ses yeux fatigués révélant une complexité d'émotions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Pendant un moment, Coralie entrevit l'homme qu'elle avait presque épousé des années auparavant, avant que l'ambition et les secrets ne les séparent. « Merci, Coralie, mais je ne peux pas m'arrêter. Maintenant, j'ai promis à ma sœur que je prendrais soin de Léa comme si elle était ma propre fille. Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvée. » Pendant ce temps, dans le quartier populaire, la pluie avait finalement cessé. Élodie s'allongea sur son lit simple, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit travaillait sans cesse, essayant de relier les points de ce mystère que le destin avait mis sur son chemin. Demain serait un nouveau jour, et elle devrait prendre des décisions qui pourraient changer non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Le soleil était à peine levé quand Élodie se réveilla, après une nuit agitée de sommeil intermittent. Les premiers rayons dorés s'infiltraient par les fentes de la fenêtre, illuminant la petite chambre où Léa et Thomas dormaient encore profondément. La fillette semblait avoir enfin trouvé un peu de paix, son petit visage serein contrastant avec le désespoir de la veille. Dans la cuisine modeste, tout en préparant un petit déjeuner copieux, Élodie essayait d'organiser ses pensées. Ses mains accomplissaient automatiquement les tâches quotidiennes, mais son esprit était loin, perdu entre dilemmes moraux et préoccupations. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait la pièce lorsqu'elle entendit des pas légers s'approcher. « Bonjour, maman !» Thomas apparut à la porte de la cuisine, se frottant les yeux encore ensommeillés. « Léa dort encore. »« Bonjour, mon amour !» répondit Élodie, servant un verre de lait à son fils. « Comment était le matelas ?»« C'était cool, on aurait dit qu'on campait », sourit le garçon, révélant l'innocence propre à son âge. « Maman, est-ce que Léa peut rester plus longtemps avec nous? Elle a tellement aimé mes petites voitures. » Le commentaire innocent de Thomas serra le cœur d'Élodie. Comment expliquer à un enfant de 10 ans la complexité de la situation dans laquelle il se trouvait? Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit un bruit venant de la chambre. Léa s'était réveillée. La fillette apparut dans la cuisine, portant encore le grand t-shirt de Thomas, ses cheveux sombres ébouriffés par le sommeil. Elle semblait plus lucide que la veille, ses yeux parcourant la pièce avec curiosité. « Tu as faim, ma chérie ?» demanda Élodie, préparant déjà une assiette de biscuits et un autre verre de lait. Léa hocha timidement la tête, s'asseyant à côté de Thomas. Les deux enfants commencèrent rapidement à discuter des dessins animés qui passaient à la petite télévision de la cuisine, comme s'ils étaient amis depuis longtemps. En observant la scène, Élodie sentait son dilemme s'intensifier. La télévision allumée montrait à intervalles réguliers de nouveaux reportages sur la disparition de la fillette. Le visage angoissé de Julien Mercier apparaissait fréquemment, ses cernes plus profonds à chaque nouvelle interview. Dans la demeure Mercier, l'ambiance était celle d'une tension absolue. Julien n'avait pas fermé l'œil, alternant entre des appels avec la police et des moments de profond désespoir. Coralie restait à ses côtés, coordonnant l'équipe de sécurité et gardant la presse sous contrôle. « Je viens de parler avec nos contacts », informa Coralie, sa voix maîtrisée masquant une agitation intérieure. « Ils étendent les recherches aux zones périphériques de la ville. Nous avons également augmenté la récompense pour toute information concrète. » Julien se contenta d'acquiescer, les yeux fixés sur une photo de Léa posée sur la table basse. L'image montrait la fillette souriante, serrant dans ses bras une licorne en peluche, son jouet préféré, laissé derrière elle le jour de sa disparition. « Elle doit avoir tellement peur », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Coralie. « Marine m'a fait confiance pour prendre soin d'elle, et je... » « Ne te torture pas ainsi, » interrompit Coralie, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. « Tu as été un oncle merveilleux. Personne n'aurait pu prévoir qu'une chose pareille arriverait. » Ses doigts longs et soignés glissèrent doucement sur le bras de Julien, dans un geste qui mêlait réconfort et intimité. « Tu sais, après que tout cela soit passé, nous devrions repenser certains arrangements.
Léa a besoin d'une figure maternelle dans sa vie, quelqu'un qui puisse... Pas maintenant, Coralie, coupa brusquement Julien se levant du canapé. Ma seule préoccupation est de retrouver ma nièce. De retour dans le quartier populaire, Élodie avait pris sa décision. Après le petit déjeuner, elle demanda à Thomas d'emmener Léa jouer dans la petite cour, où elle pourrait les observer par la fenêtre de la cuisine. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone portable. Avant de passer l'appel, cependant, quelque chose à la télévision attira son attention. C'était une interview avec la nounou qui était avec Léa le jour de sa disparition. La femme, visiblement nerveuse, racontait comment la fillette avait simplement lâché sa main pendant une promenade au centre commercial. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son récit. La nounou évitait de regarder directement la caméra, et ses mains ne cessaient de se tordre. Des années de travail dans le service à la clientèle avaient donné à Élodie un sixième sens pour détecter les mensonges, et tous ses instincts lui criaient que cette femme ne disait pas toute la vérité. En observant les enfants jouer dans la cour, Élodie prit une décision encore plus difficile. Elle n'appellerait pas la police, pas encore. D'abord, elle devait mieux comprendre ce qui était arrivé à Léa. Son cœur maternel ne lui permettrait pas de rendre la fillette sans être absolument certaine de sa sécurité. « Tante Élodie !» La voix de Léa l'appela depuis la cour. « Regarde ce que Thomas m'a appris !» La fillette tenait un petit avion en papier, son visage illuminé par un sourire authentique. C'était la première fois qu'elle la voyait vraiment heureuse depuis qu'elle l'avait trouvée. À ce moment-là, Élodie sut que, quelles que soient les conséquences, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cet enfant. La journée avançait dans la demeure Mercier et la tension était palpable dans l'air. Julien était réuni avec les enquêteurs dans son bureau lorsque Coralie entra précipitamment, tenant fermement sa tablette. « Julien, je dois te parler en privé. » Sa voix avait un ton d'urgence qui fit se retourner tous les présents dans sa direction. D'un geste, Julien congédia les enquêteurs. Dès que la porte se referma, Coralie s'approcha, ses talons résonnant sur le sol en marbre. « J'ai trouvé quelque chose sur la nounou, » dit-elle, faisant glisser son doigt sur l'écran de la tablette. Sophie Martin n'est pas celle qu'elle prétend être. Son CV est faux, et il y a des traces d'elle dans d'autres villes sous différents noms. Julien sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible? L'agence n'a pas fait une vérification complète? L'agence est aussi surprise que nous, répondit Coralie, s'asseyant au bord du bureau en acajou. Apparemment, les documents présentés étaient des falsifications très bien faites. Quelqu'un disposant de ressources considérables doit être derrière tout ça. Dans le quartier populaire, Élodie profitait de son jour de congé pour essayer d'en découvrir davantage sur la situation. Pendant que les enfants jouaient sous la surveillance de Madame Josette, elle fouillait d'anciennes nouvelles sur son téléphone, cherchant toute information sur la famille Mercier. C'est alors qu'elle trouva un article datant de quelques mois. Un accident tragique coûte la vie à Marine Mercier, laissant une orpheline de 6 ans. Le reportage montrait une photo de Marine, une jeune femme belle, avec les mêmes yeux expressifs que Léa. « Ce doit être sa mère », murmura Élodie pour elle-même, continuant sa lecture. L'article mentionnait que la garde de la fillette avait été accordée à son oncle Julien Mercier, après une bataille juridique acharnée avec d'autres parents. De l'autre côté de la ville, Coralie marchait dans les couloirs de l'entreprise Mercier, son esprit travaillant frénétiquement. Elle entra dans son bureau et verrouilla la porte, s'assurant d'être seule avant de passer un appel. « Nous devons parler », dit-elle à voix basse au téléphone. « Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Non, nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne maintenant, ce serait trop risqué. » Pendant ce temps, Léa commençait à se sentir plus à l'aise pour parler. Pendant le déjeuner simple mais préparé avec amour par Élodie, la fillette commença enfin à partager des fragments de souvenirs. « Tonton Julien m'emmène toujours prendre une glace après l'école », commenta-t-elle, jouant avec la nourriture, dans son assiette. « Mais tante Coralie n'aime pas ça, elle dit que ça va me rendre grosse. » Élodie échangea un regard significatif avec Madame Josette. « Et cette tante Coralie, elle habite avec vous ?» « Non, répondit Léa, fronçant les sourcils, « mais elle est toujours là. L'autre jour, je l'ai entendue se disputer avec tonton Julien à cause de moi. »« Se disputer comment, ma chérie ?» demanda doucement Élodie. « Elle a dit qu'il ne sait pas bien s'occuper de moi. » La voix de Léa baissa. « Que j'ai besoin d'une vraie maman. »
Les paroles de la fillette rappelèrent à Élodie la femme élégante qui apparaissait fréquemment aux côtés de Julien dans les reportages. Il y avait quelque chose dans le regard de cette femme qui la dérangeait profondément. En fin d'après-midi, Thomas aidait Léa à construire une piste pour ses petites voitures quand la fillette s'arrêta soudainement, son petit visage prenant une expression effrayée. « Qu'est-ce qu'il y a, Léa ?» demanda Thomas, inquiet du changement soudain de son amie. « Je me suis souvenu de quelque chose », chuchota-t-elle, les yeux embués. « Le jour où je me suis perdue, ce n'était pas au centre commercial. » Élodie, qui rangeait la petite étagère de livres près des enfants, s'approcha discrètement pour mieux entendre. « Sophie m'a emmenée ailleurs », continua Léa, sa voix tremblante. « Il y avait une voiture noire qui attendait. Elle a dit que c'était une surprise, mais je ne voulais pas y aller. Alors j'ai couru, j'ai beaucoup couru. » Les paroles de la fillette furent interrompues par des sanglots. Élodie l'enveloppa immédiatement dans ses bras, échangeant des regards inquiets avec Thomas, qui semblait effrayé par la révélation de son ami. Dans la demeure Mercier, Julien recevait une autre nouvelle troublante. La police avait trouvé le corps de la nounou Sophie dans un hôtel bon marché en périphérie de la ville. Les circonstances indiquaient qu'elle avait fui en hâte. « Ça n'a pas de sens », murmura Julien, passant ses mains sur son visage fatigué. « Pourquoi fuirait-elle si elle était impliquée dans la disparition? À moins qu'elle n'agissait pas seule, » compléta Coralie, son ton de voix calculé pour paraître préoccupé. « Julien, tu dois considérer la possibilité que cela soit plus complexe que nous ne l'imaginions. » L'homme d'affaires fixa l'horizon à travers la fenêtre de son bureau, sentant qu'il manquait quelque chose d'important. Quelque chose qui était juste devant ses yeux, mais qu'il ne parvenait pas à voir à travers les couches de mensonges et de manipulations qui commençaient à se révéler. Le lendemain matin, Élodie se réveilla déterminée. Les révélations de Léa sur le jour de sa disparition ne quittèrent pas son esprit. Après une nuit d'insomnie passée à rechercher davantage d'informations sur la famille Mercier, elle avait trouvé quelque chose d'intrigant. Une série d'articles anciens sur la rupture des fiançailles entre Julien et Coralie Lefebvre 3 ans auparavant. Divergence sur l'avenir des affaires, disaient les gros titres de l'époque. Mais quelque chose dans le regard calculateur de Coralie sur les photos plus récentes suggérait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire que ce que les journaux racontaient. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, Élodie observait Léa et Thomas par la fenêtre de la cuisine. Les enfants avaient développé une amitié touchante, comme s'ils étaient frères et sœurs depuis toujours. Thomas, normalement timide, avec les étrangers, semblait avoir trouvé une compagne idéale pour ses jeux. « Élodie, tu dois voir ça !» Madame Josette entra précipitamment par la porte de derrière, agitant un journal dans ses mains. « Il y a un article sur la nounou de la petite. » Le cœur battant, Élodie prit le journal. Le titre était percutant. Nounou impliquée dans la disparition de l'héritière Mercier, retrouvée dans un hôtel. L'article mentionnait qu'elle avait laissé une lettre, mais son contenu n'avait pas été divulgué par la police. « Il y a quelque chose de vraiment louche dans toute cette histoire », murmura Élodie, les yeux fixés sur la photo de Sophie Martin. Pourquoi une nounou enlèverait-elle une enfant pour ensuite s'enfuir sans demander de rançon? Dans la demeure Mercier, Julien était réuni avec le commissaire responsable de l'affaire dans son bureau. Le contenu de la lettre laissée par Sophie n'avait été révélé qu'à lui et aux autorités. « Monsieur Mercier », commença le commissaire, son visage grave, « cette lettre soulève des questions sérieuses concernant des personnes proches de vous. Sophie Martin mentionne spécifiquement qu'elle a été engagée par quelqu'un de votre entourage pour créer une situation qui vous ferait douter de votre capacité à prendre soin de Léa. » Julien sentit le poids de ces paroles comme un coup de poing dans l'estomac. « Qui pourrait? Pourquoi ?» « Elle ne révèle pas de nom, » poursuivit le commissaire, « mais elle affirme que le plan original était simplement de simuler une brève disparition. Quelque chose a mal tourné quand Léa s'est échappée pendant le transfert vers un autre véhicule. À ce moment, Coralie entra dans le bureau sans frapper, s'arrêtant brusquement en apercevant la présence du commissaire. Pendant une fraction de seconde, Julien remarqua quelque chose dans son regard, de la peur, avant qu'elle ne retrouve son expression habituelle contrôlée. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en réunion, » dit-elle, sa voix mélodieuse contrastant avec la tension dans la pièce. « Je venais juste t'apporter les rapports financiers que tu as demandés, Julien. »« Tu peux les laisser. »
Sur le bureau, répondit-il, ses yeux étudiant chacun de ses mouvements avec une nouvelle perspective. Des années de cohabitation et de confiance commençaient à être remises en question dans son esprit. Dans le quartier populaire, Élodie avait pris une décision cruciale. Elle ne pouvait plus reporter l'inévitable. Elle devait contacter Julien Mercier, mais elle le ferait à sa manière, en garantissant d'abord la sécurité de Léa. « Thomas, mon chéri, j'ai besoin que toi et Léa restiez avec Madame Josette cet après-midi, » dit-elle pendant le déjeuner. « J'ai une affaire importante à régler. »« Mais maman, on devait finir la piste de course aujourd'hui, » protesta le garçon. « Vous la finirez demain, mon amour. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu m'aides en étant un bon ami pour Léa, d'accord ?» Pendant ce temps, dans son bureau à l'entreprise Mercier, Coralie tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, supprimant fichiers et messages. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle murmurait pour elle-même. « Ça ne peut pas échouer, pas maintenant, pas après tout ce temps. » Un bruit à la porte la fit sursauter. C'était son assistante, apportant une autre pile de documents relatifs à la garde de Léa. « Laissez-les là, » ordonna-t-elle sèchement. Dès qu'elle fut à nouveau seule, elle prit son téléphone portable et tapa un message. « Nous devons agir rapidement. Elle peut être n'importe où dans la ville. Utilisez toutes les ressources nécessaires. » En début d'après-midi, Élodie arriva à l'imposant bâtiment de l'entreprise Mercier. Vêtue de ses meilleurs vêtements, une jupe crayon bleu marine et un chemisier blanc simple mais élégant. Elle respira profondément avant de s'approcher de la réception. « Bonjour, dit-elle, gardant la voix ferme malgré sa nervosité. « Je dois parler à monsieur Julien Mercier. C'est au sujet de sa nièce, Léa. » La réceptionniste leva les yeux soudainement alerte. En quelques minutes, Élodie fut entourée de gardes de sécurité et conduite dans une salle réservée. Son cœur battait la chamade, mais elle resta calme. Elle savait qu'elle faisait ce qu'il fallait, même si le chemin était difficile. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce moment précis, des caméras de sécurité transmettaient son image directement à la tablette de Coralie, qui observait tout depuis son bureau à l'étage supérieur. Ses yeux se plissèrent en voyant cette femme simple, mais déterminée, qui menaçait de détruire tous ses plans soigneusement élaborés. La salle de réunion où Élodie attendait était plus grande que sa maison entière. Assise dans l'un des luxueux fauteuils en cuir, elle observait son reflet dans le mur couvert de miroirs, essayant de garder son sang-froid. Les minutes passaient comme des heures pendant qu'elle attendait, chaque seconde chargée d'anxiété et d'anticipation. Finalement, la porte s'ouvrit. Julien Mercier entra, sa présence imposante remplissant l'espace. En personne, il semblait encore plus intimidant que sur les photos des journaux, bien que ses cernes profondes révèlent le poids des derniers jours. « Madame », il hésita, se rendant compte qu'il ne connaissait pas son nom. « Élodie Martin », compléta-t-elle, se levant. « Monsieur Mercier, je sais où se trouve votre nièce. » L'homme d'affaires se figea, ses mains serrant involontairement le dossier d'une chaise. Avant qu'il ne puisse répondre, cependant, Coralie fit irruption dans la pièce, ses yeux étincelants de méfiance. « Julien, nous ne pouvons pas lui faire confiance comme ça, » intervint-elle rapidement. « Ça pourrait être une nouvelle tentative d'extorsion. Nous devrions appeler la police immédiatement. » Élodie maintint sa posture ferme, regardant directement dans les yeux de Julien. « Je ne suis pas venu demander de l'argent, monsieur Mercier. Je suis venu parce que votre nièce est en sécurité mais effrayée. Et elle a quelque chose d'important à vous dire. » Quelque chose dans la sincérité de cette femme simple toucha profondément Julien. Des années à traiter avec des personnes intéressées avaient aiguisé son instinct pour détecter les mensonges, et tout chez Élodie transmettait l'honnêteté. « Coralie, laisse-nous, s'il te plaît, » demanda-t-il, sans détourner les yeux d'Élodie. « Mais Julien, s'il te plaît, » répéta-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Après le départ de Coralie, visiblement contrariée, Élodie raconta comment elle avait trouvé Léa cette nuit pluvieuse. Elle parla de l'état de la fillette, de sa peur et surtout de ses révélations sur le jour de sa disparition. Elle a dit qu'elle n'était pas au centre commercial, expliqua Élodie, que la nounou l'a emmenée ailleurs, où une voiture noire attendait. Julien s'assit lourdement, ses soupçons commençant à se confirmer. « Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police immédiatement ?»« Parce que quelque chose n'allait pas, » répondit Élodie avec sincérité. La façon dont Léa réagissait quand elle parlait de papa, sa peur,
J'avais besoin d'être sûr qu'elle serait en sécurité avant de la ramener. » De l'autre côté de la ville, Thomas et Léa jouaient dans la cour sous le regard attentif de Madame Josette. La fillette s'était transformée ces derniers jours, son sourire plus fréquent, ses rires plus libres. « Madame Josette » appela Léa, s'approchant de la dame âgée. « Tante Élodie va revenir bientôt ?»« Bien sûr, ma chérie, elle ne vous laisserait jamais attendre trop longtemps. » À l'entreprise Mercier, Coralie faisait les 100 pas dans son bureau, son téléphone portable pressé contre son oreille. « Elle est là-bas. Elle doit y être. Fouillez tout ce quartier s'il le faut. » Pendant ce temps, dans la salle de réunion, Julien et Élodie parvenaient à un accord. Ils l'accompagneraient jusqu'à sa maison, seul, pour chercher Léa. Il n'y aurait pas de police, pas de médias, pas d'agitation. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il tandis qu'ils se dirigèrent vers le quartier dans sa voiture luxueuse. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» Élodie regarda par la fenêtre, observant la ville changer progressivement à mesure qu'ils s'approchèrent de son quartier. « Parce que je suis mère, monsieur Mercier, et parce que votre nièce m'a rappelé que, parfois, les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont le plus d'argent, mais celles qui ont le plus d'amour à donner. » La voiture s'arrêta devant la maison simple. À travers le portail, ils pouvaient voir Léa et Thomas jouer, leur rire résonnant dans la rue, étroite. En voyant son oncle, la fillette se figea un instant avant de courir dans sa direction. « Tonton Julien !» cria-t-elle, se jetant dans ses bras. L'homme d'affaires l'étreignit fortement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mais ce fut ce que Léa dit ensuite qui changea tout. « Tonton, pourquoi tante Coralie voulait m'emmener? Elle a dit que tu ne savais pas t'occuper de moi. » Julien pâlit, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. Il regarda Élodie, qui observait la scène avec un mélange de joie et de tristesse, puis Thomas qui semblait perdu sans sa nouvelle amie. À ce moment, une décision commença à se former dans son esprit, une décision qui changerait à jamais le destin de tous les présents. Ce qu'il ignorait, c'est que, pendant que ces retrouvailles émouvantes se déroulaient, Coralie mettait déjà en œuvre la dernière et la plus désespérée partie de son plan. Le soleil commençait à se coucher lorsque Julien, encore sous le choc des paroles de Léa, accepta l'invitation d'Élodie à entrer dans sa maison. Le contraste entre l'environnement simple et accueillant et son monde de luxe et d'apparence le fit réfléchir à ses propres priorités. « Vous prendrez un café, monsieur Mercier ?» proposa Élodie, se dirigeant déjà vers la petite cuisine. L'homme d'affaires acquiesça, observant comment Léa et Thomas étaient naturellement retournés à leur jeu, comme si rien n'avait changé. « S'il vous plaît, appelez-moi Julien, » répondit-il, s'asseyant à la table modeste. « Après tout ce que vous avez fait pour ma nièce, les formalités semblent inutiles. » Madame Josette, percevant l'importance de ce moment, prit discrètement congé, non sans échanger un regard significatif avec Élodie. La voisine était devenue plus qu'une amie. Elle faisait partie intégrante de cette famille improvisée qui s'était formée ces derniers jours. Tout en préparant le café, Élodie racontait à Julien les petits détails du séjour de Léa, ses préférences au petit déjeuner, comment elle dormait en serrant l'oreiller, ses rires pendant les jeux avec Thomas. « Elle a beaucoup changé en ces quelques jours », commenta Julien, les yeux fixés sur sa nièce qui jouait dans la cour. « Elle est plus légère, plus enfant. Parfois, les enfants ont juste besoin d'espace pour être eux-mêmes, » répondit Élodie, plaçant une tasse de café fort devant lui. Sans pression, sans attente. L'arôme familier du café emplissait l'atmosphère, créant une ambiance presque intime entre eux. C'est à ce moment que Léa entra en courant dans la cuisine, ses yeux brillants d'excitation. « Tonton Julien, je peux te montrer la piste de course que Thomas et moi avons faite, s'il te plaît. » L'homme d'affaires sourit, un sourire sincère, qui transforma complètement son visage fatigué. « Bien sûr, princesse. » Tandis que les enfants entraînaient Julien dans la cour, Élodie observait la scène avec un mélange d'émotions. Voir cet homme puissant assis par terre, aidant à monter une piste de voitures avec de vieux jouets, était une image qu'elle n'oublierait jamais. Dans la demeure Mercier, Coralie coordonnait frénétiquement une équipe d'avocats. Des documents étaient éparpillés sur son bureau, chacun d'eux soigneusement falsifié pour remettre en question la capacité de Julien à s'occuper de Léa. « Nous devons déposer ceci aujourd'hui même, » ordonnait-elle, son visage habituellement
contrôlé, trahissant des signes de désespoir. Si Julien découvre tout, son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était l'un de ses contacts dans la police. La lettre de la nounou a été trouvée, informa la voix à l'autre bout de la ligne. Et elle mentionne votre nom, Madame Lefebvre. Coralie sentit son sang se glacer. Ses mains tremblèrent en raccrochant. Des années à construire sa réputation, à planifier chaque mouvement. Et maintenant tout menaçait de s'effondrer à cause d'une nounou incompétente et d'une femme de la banlieue. De retour chez Élodie, la nuit était déjà tombée quand Julien parvint enfin à convaincre Léa qu'il était temps de partir. La fillette, cependant, ne voulait pas partir sans dire au revoir correctement à ses nouveaux amis. « Mais je peux revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses grands yeux alternant entre son oncle et Élodie. « Pour jouer avec Thomas ?» Julien hésita, son regard rencontrant celui d'Élodie. Il y avait quelque chose chez cette femme, dans sa force silencieuse et sa dignité, qui l'intriguait profondément. « Si Élodie le permet, répondit-il, je ne vois pas pourquoi pas. »« Notre maison sera toujours ouverte pour toi, Léa, » assura Élodie, s'accroupissant pour étreindre la fillette. « Et pour ton oncle aussi, » ajouta-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. Thomas, qui jusqu'alors observait la scène en silence, s'approcha de Julien avec une expression sérieuse sur son petit visage. « Tu promets de bien t'occuper de... Léa ?» demanda-t-il, sa voix enfantine chargée d'une préoccupation sincère. L'homme d'affaires, touché par la sincérité de l'enfant, s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je te le promets, Thomas, et je promets aussi que vous pourrez vous voir aussi souvent que vous le voudrez. » Alors qu'il se préparait finalement à partir, Julien attira Élodie dans un coin de la pièce. « Nous devons parler de Coralie, » dit-il à voix basse. « Il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui peuvent mettre tout le monde en danger. » Élodie acquiesça, sentant le poids de ses paroles. « Demain, » répondit-elle, « après que les enfants seront à l'école. » En regardant la voiture luxueuse s'éloigner, Thomas serra fortement la main de sa mère. « Ils vont vraiment revenir, maman ?»« Oui, mon amour, » répondit-elle, bien que son cœur soit serré par un pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer. « Oui, ils reviendront. » Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Coralie mettait en action la partie la plus audacieuse de son plan. Un coup désespéré qui menacerait non seulement la garde de Léa, mais aussi la liberté, même d'Élodie. Le lendemain matin se leva chargé de nuages sombres, comme si le ciel pressentait la tempête à venir. Élodie se réveilla tôt, prépara Thomas pour l'école et s'habilla avec un soin particulier pour son rendez-vous avec Julien. Elle avait choisi un café au centre-ville, un lieu neutre où ils pourraient discuter sans attirer l'attention. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était de voir sa photo en première page du journal local que Madame Josette apporta en hâte. Une femme de banlieue soupçonnée d'implication dans l'enlèvement de l'héritière Mercier. L'article, rempli d'insinuations malveillantes et de demi-vérités, suggérait qu'Élodie avait participé à un complot pour extorquer la famille. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, ses mains tremblant en lisant les accusations. « Comment peuvent-ils inventer tant de mensonges ?» Dans la demeure Mercier, Julien menait sa propre bataille. Léa avait passé une nuit agitée, ayant des cauchemars qui la faisaient appeler Élodie. Quand il parvint enfin à la calmer, la fillette fit une révélation qui glaça son sang. « Tonton, dit-elle entre deux sanglots, tante Coralie a dit que si je racontais à quelqu'un la voiture noire, elle ferait du mal à Thomas. » Dans le bureau de Coralie, l'exécutive souriait avec satisfaction en voyant sa stratégie se dérouler dans les informations. Ses connexions dans les médias avaient parfaitement fonctionné, semant les graines du doute sur le caractère d'Élodie. « Ce n'est que le début, » murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle tapait d'autres instructions sur son ordinateur portable. « D'ici la fin de la journée, personne ne croira un mot de ce qu'elle dira. » Au café choisi par Élodie, l'ambiance était tendue. Elle arriva la première, choisissant une table discrète au fond de l'établissement. Ses mains serraient nerveusement sa tasse de café, tandis qu'elle attendait. Son téléphone ne cessant de recevoir des messages de connaissances commentant l'article du journal. Julien arriva quelques minutes plus tard, son visage masquant une préoccupation. Sans dire un mot, il s'assit en face d'elle et posa sur la table une enveloppe brune. « J'ai trouvé ceci dans mon bureau ce matin, » dit-il à voix basse. « Ce sont des documents qui prouvent que Coralie planifie cela depuis des mois.
Elle a falsifié des rapports, soudoyé des personnes, tout pour me faire paraître incapable de m'occuper de Léa. Élodie ouvrit l'enveloppe avec précaution, ses yeux parcourant rapidement les pages. Pourquoi ferait-elle cela? Le pouvoir répondit. Julien, sa voix chargée d'amertume. Coralie a toujours voulu tout contrôler autour d'elle. Quand nous avons rompu nos fiançailles, elle a perdu sa plus grande chance de prendre la présidence de l'entreprise. Léa serait sa dernière opportunité. Son discours fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Élodie. C'était la directrice de l'école de Thomas. Madame Martin, la voix à l'autre bout semblait préoccupée. Il y a eu un incident avec Thomas. Une femme a tenté de venir le chercher en prétendant être une amie de la famille, mais nos agents de sécurité l'en ont empêché. Elle était dans une voiture noire. Élodie sentit son sang se glacer. Julien, percevant sa pâleur, se pencha sur la table. « Que se passe-t-il » ? « Coralie, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Elle a essayé de prendre mon fils à l'école. » L'homme d'affaires se leva brusquement, jetant quelques billets sur la table. « Allons-y, maintenant. » Sur le chemin de l'école, Élodie raconta à Julien la menace que Léa avait révélée. L'homme d'affaires serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. « Cela se termine aujourd'hui » déclara-t-il, sa voix chargée de détermination. « Je ne permettrai pas qu'elle blesse qui que ce soit d'autre. » En arrivant à l'école, ils trouvèrent Thomas en sécurité, mais effrayé. Le garçon courut dans les bras de sa mère dès qu'il la vit. « Maman, il y avait une femme étrange » raconta-t-il accroché à Élodie. « Elle connaissait mon nom, elle a dit qu'elle était ton amie. Mais je me suis souvenu de ce que tu dis toujours sur ne pas partir avec des inconnus. » Julien observait la scène, une nouvelle résolution se formant dans son esprit. Il ne s'agissait plus seulement de Léa maintenant. Il s'agissait de protéger cette famille qui, d'une manière inexplicable, était devenue importante pour lui aussi. « Élodie, » appela-t-il, sa voix douce mais ferme, « vous ne pouvez pas rentrer chez vous maintenant. Ce n'est pas sûr. »« Et où irions-nous » demanda-t-elle, toujours en serrant son fils. « Chez moi, » répondit-il sans hésiter. « C'est le dernier endroit où Coralie chercherait. Et là, nous pourrons planifier notre prochaine étape. » Ce qu'aucun d'entre eux n'imaginait, c'est qu'à ce moment précis, Coralie planifiait également son prochain mouvement. Dans son bureau, elle examinait une série de documents sur sa table. Des documents qui, s'ils venaient à être révélés, pourraient se détruire non seulement Élodie, mais aussi la réputation de Julien et l'avenir de Léa. La tempête qui se formait dans le ciel n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver. Et au milieu de ce tourbillon, deux mondes complètement différents s'unissaient de plus en plus, renforcés par le désir de protéger ceux qu'ils aimaient. La demeure Mercier, avec ses lignes imposantes et ses jardins méticuleusement entretenus, semblait encore plus grandiose aux yeux de Thomas. Le garçon tenait fermement la main de sa mère, tandis qu'il traversait l'immense hall d'entrée, ses yeux écarquillés, parcourant chaque détail de l'environnement luxueux. « Léa !» Le cri joyeux de Thomas résonna dans l'espace quand il aperçut son ami descendant les escaliers en courant, suivi de près par une gouvernante d'âge moyen qui essayait, sans succès, de maintenir la posture formelle de la maison. Thomas. Léa sauta pratiquement les dernières marches, se jetant dans les bras de son ami. « Tu es vraiment venu. Viens, je veux te montrer ma chambre. » Élodie observait la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Les dernières heures avaient été un tourbillon d'émotions et de décisions rapides. Après l'incident, à l'école, Julien avait insisté pour qu'elle et Thomas restent chez lui, au moins jusqu'à ce qu'ils résolvent la situation avec Coralie. Madame Martin, la gouvernante s'approcha après que les enfants eurent disparu à l'étage. « Je suis... Marie et Monsieur Mercier m'a demandé de vous montrer vos appartements. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Julien, qui organisait quelques documents dans son bureau, leva les yeux en entendant les rires des enfants résonner dans les couloirs. C'était un son que sa maison ne connaissait plus depuis longtemps, le son de la joie authentique, de l'innocence de la vie. Son téléphone vibra avec un message de son détective privé. « Nous avons trouvé plus de preuves sur l'implication de Coralie. Elle n'a pas agi seule. Dans la chambre désignée pour Élodie, la simplicité et le bon goût de la décoration contrastaient avec l'opulence du reste de la maison. Marie ouvrit les rideaux, révélant une vue magnifique sur le jardin. « Monsieur, Julien a demandé que je vous fournisse des vêtements pour vous et votre fils.
expliqua Marie, indiquant les armoires. « J'espère qu'ils vous conviendront. » Marie, appela Élodie avant que la gouvernante ne sorte. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Mercier ?»« Depuis 20 ans, répondit-elle avec un doux sourire. « J'ai vu Monsieur Julien grandir, tout comme Madame Marine, la mère de Léa. Et si vous me permettez de le dire, je ne l'ai jamais vu aussi différent que ces derniers jours. » Au bureau de l'entreprise Mercier, Coralie recevait un appel qui la fit pâlir. Ses contacts dans la police l'informaient que de nouvelles preuves avaient émergé, la reliant directement à la disparition de Léa. « Impossible !» vociféra-t-elle au téléphone. « Cette femme ne peut pas avoir de preuves, elle n'est rien, une... » Son discours fut interrompu par des coups fermes à sa porte. 2 policiers entrèrent, accompagnés du commissaire qui enquêtait sur l'affaire. « Madame Lefebvre, » commença le commissaire, « nous avons besoin de quelques éclaircissements sur vos mouvements financiers de ces derniers mois. » Dans la demeure. Mercier Julien réunit Élodie dans son bureau après le dîner, lorsque les enfants jouaient déjà sous la supervision de Marie. « Ils ont trouvé ceci dans l'ordinateur personnel de Coralie, » dit-il, lui tendant un dossier. « Ce sont des emails échangés avec des personnes influentes, planifiant non seulement l'enlèvement de Léa, mais aussi une façon de détruire ma réputation et de prendre le contrôle de l'entreprise. » Élodie feuilleta les documents, son cœur se serrant en lisant ces machinations froidement calculées. Comment quelqu'un peut-il utiliser un enfant de cette façon? « L'ambition, » répondit Julien, sa voix chargée de fatigue. Coralie a toujours vu Léa comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Quand nous étions fiancés, elle planifiait déjà comment elle utiliserait ma position pour ses propres intérêts. Un bruit à la porte les interrompit. Léa se tenait là, son petit visage sérieux contrastant avec la joie de quelques instants plus tôt. « Tonton Julien, » appela-t-elle doucement, « je peux dormir avec Thomas ce soir? J'ai peur que tante Coralie vienne me chercher à nouveau. » Élodie et Julien échangèrent des regards inquiets. La gouvernante Marie apparut juste derrière la fillette. « J'ai déjà préparé la chambre d'amis à côté de celle de Léa avec 2 lits, » informa-t-elle avec un sourire compréhensif. « J'ai pensé que les enfants se sentiraient plus en sécurité. Ensemble. » Plus tard, après avoir couché les enfants, Élodie trouva Julien sur la terrasse, contemplant la ville illuminée. « Vous savez, » commença-t-il sans se retourner, « depuis que Marine est partie, j'ai essayé de tout faire correctement, donner à Léa tout le confort, la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Mais il a fallu qu'elle se perde et soit retrouvée par vous pour que je réalise qu'il manquait le plus important. » « Et qu'est-ce que ce serait ?» demanda Élodie, s'arrêtant à ses côtés. « L'amour véritable, pas celui qu'on achète avec des cadeaux coûteux ou des commodités, mais celui qu'on donne naturellement, sans rien attendre en retour. » Le silence qui suivit était confortable, presque intime. Dans la chambre, Thomas et Léa dormaient paisiblement, leurs mains entrelacées, comme si, même dans le sommeil, ils se promettaient de se protéger l'un l'autre. Ce qu'aucun d'entre eux n'imaginait, c'est qu'à ce moment précis, Coralie mettait en œuvre son plan d'urgence, une dernière carte désespérée qui menaçait d'exposer des secrets longtemps enterrés, des secrets qui pourraient ébranler les fondations non seulement de la famille Mercier, mais de tout l'empire commercial construit au fil des générations. Le lendemain apporta une apparente normalité à la demeure Mercier. Élodie se réveilla au son des rires provenant du jardin, où Thomas et Léa jouaient sous le regard attentif de Marie. La scène aurait pu sembler ordinaire, si ce n'était pour le titre sensationnel qui s'étalait dans tous les journaux de « La ville, scandale Mercier, des documents révèlent un système de fraude et de manipulation », proclamaient les gros titres. Les reportages, soigneusement orchestrés, mélangeaient des vérités partielles avec des mensonges élaborés, créant un réseau de soupçons qui menaçait de détruire des décennies de réputation. « Monsieur Mercier », appela Marie, entrant précipitamment dans le bureau où Julien et Élodie prenaient leur café. « La presse est à l'entrée de la propriété. Il y a des dizaines de journalistes. » Julien se leva, son expression mêlant inquiétude et détermination. « Gardez les enfants loin des fenêtres de devant et appelez Lambert de la sécurité, nous devons renforcer. » Son discours fut interrompu par la sonnerie insistante de son téléphone portable. C'était son avocat. « Julien, » la voix à l'autre, « vous semblait urgente. Coralie vient de convoquer une conférence de presse. Elle a des documents, Julien, des documents sur Marine. » L'homme d'affaires sentit son sang se glacer. Seules 3 personnes au monde connaissèrent la vérité sur sa sœur, lui, Coralie et Marine,
qui avait emporté le secret avec elle. Élodie, percevant le changement dans son expression, s'approcha. « Que se passe-t-il » ?« Coralie, répondit-il, passant ses mains sur son visage dans un geste de fatigue. Elle va révéler quelque chose qui pourrait tout changer, quelque chose sur la mère de Léa. Dans le jardin, ignorant le chaos qui se formait, les enfants continuaient leur jeu. Thomas avait apporté ses petites voitures préférées, et Léa montrait fièrement sa collection de licornes. « Thomas !» appela soudainement Léa, sa voix prenant un ton sérieux inhabituel pour son âge. « Tu crois qu'on pourrait être vraiment frères et sœurs un jour ?» Le garçon arrêta de jouer, considérant la question avec la sagesse unique des enfants. « Ma mère dit toujours que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est aussi une question de cœur. » À l'intérieur de la demeure, Julien rassemblait enfin le courage de révéler la vérité qu'il avait gardée si longtemps. « Marine n'était pas ma sœur biologique, » commença-t-il, sa voix basse mais ferme. « Elle a été adoptée quand elle avait 2 ans, mais très peu de personnes le savaient. Mes parents ont tenu à garder le secret pour la protéger des spéculations et des préjugés. » Élodie écoutait attentivement, commençant à comprendre l'ampleur de ce qui était en jeu. « Coralie l'a découvert quand nous étions fiancés, » continua-t-il. « Et depuis lors, elle a utilisé cette information comme moyen de pression. Si cela devient public maintenant, de la manière déformée qu'elle envisage. Les droits de Léa sur l'héritage Mercier pourraient être remis en question, compléta Élodie, comprenant la gravité de la situation. Exactement. Et ce n'est pas tout. Il y a des documents. Des documents que Marine a laissés révélant qu'elle connaissait ses origines. Elle enquêtait sur sa famille biologique quand un bruit à la porte les interrompit. C'était Marie à nouveau, son visage habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Monsieur, Madame Lefebvre est en direct à la télévision. » Ils allumèrent rapidement la télévision du bureau. Coralie y était, impeccablement vêtue, son visage un masque de fausse préoccupation, tandis qu'elle commençait son discours calculé. « C'est avec une profonde tristesse que je me vois obligée de révéler des vérités douloureuses sur la famille Mercier, » commençait-elle. « En tant qu'ex-fiancée de Julien et personne proche de la famille depuis des années, j'ai été témoin d'une série d'irrégularités et de secrets qui ne peuvent plus rester cachés. » Élodie observait l'écran avec une indignation croissante. Elle n'a pas le droit. « Attendez, » interrompit Julien, une lueur différente dans son regard. « Peut-être. Peut-être est-il temps d'utiliser la vérité à notre avantage. » Il prit son téléphone et tapa rapidement un message. En quelques minutes, son avocat répondit. « Documents originaux de l'adoption de Marine retrouvés, avec des lettres d'elle exprimant sa gratitude envers la famille qui l'a accueillie. Nous pouvons les utiliser. » Dans le jardin, Léa s'arrêta, soudainement de jouer, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà du mur de la propriété. « Thomas » appela-t-elle dans un murmure. « Ce n'est pas la voiture noire qui m'a emmené ?» Le garçon regarda dans la direction indiquée, son cœur s'accélérant en reconnaissant le véhicule que sa mère avait décrit. Sans hésiter, il prit la main de son ami et courut vers l'intérieur de la maison. Ce que les enfants ignoraient, c'est que cette voiture faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan qui commencerait à se dérouler dans les heures suivantes, mettant au jour des vérités longtemps enterrées et forçant chacun à affronter ses propres peurs et secrets. Le chaos s'installa dans la demeure Mercier lorsque Thomas et Léa firent irruption par la porte arrière, haletants et effrayés. Marie fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas, courant vers les enfants, tout en appelant Élodie et Julien. « Maman !» cria Thomas dès qu'il vit Élodie descendre les escaliers. « La voiture noire est dehors !» Julien, qui suivait juste derrière Élodie, activa immédiatement le système de sécurité de la propriété. Les caméras extérieures montrèrent le véhicule suspect stationné à une distance stratégique, ses vitres teintées empêchant l'identification des occupants. « Lambert !» appela-t-il par l'interphone. « Renforcez la sécurité à toutes les entrées. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation expresse. » À la télévision, Coralie poursuivait son discours calculé, entrant maintenant dans les détails sur de supposées irrégularités dans l'adoption de Marine. Cependant, son discours fut brusquement interrompu lorsqu'un assistant lui remit un papier. Son visage, normalement contrôlé, montra un moment de choc authentique. « Madame Lefebvre », intervint l'un des journalistes présents, « comment expliquez-vous ces documents que nous venons de recevoir ? Ce sont des registres officiels de l'adoption, parfaitement légaux, accompagnés de lettres personnelles de Marine Mercier
exprimant sa gratitude envers la famille. Le plan de Julien commençait à porter ses fruits. Son avocat avait distribué à la presse toute la documentation qui prouvait non seulement la légalité de l'adoption, mais aussi l'amour et l'union qui avaient toujours existé dans la famille Mercier. « Ce n'est pas tout », poursuivit le journaliste, maintenant visiblement emballé par le scoop. « Nous avons également des preuves que vous avez été impliqué dans un complot pour enlever la petite Léa. La nounou Sophie Martin a laissé une confession détaillée. Coralie, pour la première fois de sa vie, perdit sa contenance devant les caméras. « C'est une tentative de diffamation. Je n'ai jamais... » Son téléphone commença à sonner avec insistance. C'était son contact dans la police. « Sortez de là immédiatement. Nous arrivons avec un mandat d'arrêt. » Dans la demeure, Élodie serrait les enfants dans ses bras, tandis qu'ils regardèrent la scène se dérouler à la télévision. Léa en particulier semblait soulagée de voir Coralie finalement confrontée à la vérité. « Elle ne pourra plus m'emmener, n'est-ce pas ?» demanda la fillette, ses grands yeux fixés sur Julien. « Non, princesse, » assura-t-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Plus jamais personne ne te séparera de ta famille. » Le moment fut interrompu par un fracas provenant du jardin. Les caméras de sécurité montrèrent 3 hommes tentant d'escalader le mur de la propriété. La voiture noire s'était rapprochée, stationnant maintenant juste devant les grilles. « Marie, emmenez les enfants dans la chambre sécurisée », ordonna Julien, son visage tendu mais déterminé. « Lambert, activez le protocole rouge. » Élodie, cependant, ne bougea pas. « Je ne vais pas me cacher, » déclara-t-elle, sa voix ferme. « J'ai déjà assez fui dans ma vie. Il est temps d'affronter. » Avant que Julien ne puisse protester, la porte d'entrée fut violemment ouverte. Coralie entra, son visage habituellement parfait déformé par la colère et le désespoir. Derrière elle, 2 hommes à l'apparence menaçante avançaient dans le salon. « Où est la fillette ?» exigea-t-elle, sa voix tremblant de fureur. « Vous avez détruit tout ce que j'ai construit, mais vous ne l'aurez pas. »« C'est fini, Coralie, » répondit Julien, se positionnant protectivement devant Élodie. « La police est en route. Tous vos complots ont été découverts. »« Fini » rit-elle hystériquement. « Rien n'est fini. Vous ne comprenez pas ? Je sais des choses sur cette famille qui pourraient la détruire complètement. Des choses que même... Toi, tu ignores, Julien. » Élodie fit un pas en avant, sa voix calme contrastant avec la tension de l'environnement. « Quelle chose, Coralie, que Marine était adoptée, qu'elle était aimée, qu'elle a élevé une fille merveilleuse qui mérite de grandir en paix. »« La paix, » cracha Coralie. « La paix est pour les faibles. J'ai passé des années à construire ma position dans cette famille, des années à planifier chaque mouvement. Et maintenant, à cause d'une femme de ménage de banlieue, tout est... » Son discours fut interrompu par le son des sirènes qui s'approchaient. Beaucoup de sirènes. Les hommes qui l'accompagnaient commencèrent à reculer, réalisant que le plan avait mal tourné. « Madame Lefebvre » La voix du commissaire résonna par le mégaphone à l'extérieur. « La maison est encerclée. Sortez-les, mains en l'air. » Le visage de Coralie se transforma en un masque de pure haine. Son regard parcourut la pièce jusqu'à se fixer sur l'escalier qui menait à l'étage supérieur, où elle savait que se trouvait la chambre sécurisée. « Si je ne peux pas avoir ce que je veux, » murmura-t-elle, sa voix dangereusement basse. « Personne ne l'aura. » Avec une rapidité surprenante, elle sortit quelque chose de son sac, une petite télécommande. Son doigt planait au-dessus du bouton rouge, un sourire maniaque déformant ses traits. Le temps semblait s'être figé dans la demeure Mercier. Tous les yeux étaient fixés sur la petite télécommande dans les mains de Coralie, tandis que les sirènes continuaient à retentir à l'extérieur. « Tu ne ferais pas ça, » dit Julien, sa voix tendue mais contrôlée. « Pas avec des enfants innocents dans la maison. »« Innocents » rit amèrement Coralie. « Personne n'est innocent dans ce monde, Julien. Ta propre sœur n'était pas celle qu'elle prétendait être. Savais-tu qu'elle avait découvert sa véritable famille avant de partir? Savais-tu qu'elle prévoyait de tout révéler ?» Élodie, percevant le danger croissant dans l'instabilité de Coralie, commença à se déplacer discrètement vers l'escalier. Son instinct maternel lui criait de protéger les enfants à tout prix. « Et qu'est-ce que cela changerait ?» questionna-t-elle, essayant de maintenir l'attention de Coralie sur elle. Marine était aimée pour ce qu'elle était, pas pour le nom qu'elle portait. « Vous ne comprenez pas !» cria Coralie, sa maîtrise se brisant enfin complètement. « Tout était parfait. Je serais la sauveuse de la famille Mercier.
la femme qui a aidé Julien à surmonter la perte de sa sœur, qui a élevé Léa comme sa propre fille, qui a maintenu l'Empire uni. À l'extérieur, les policiers commençaient à se positionner. Le commissaire, à travers le mégaphone, lançait un dernier avertissement. « Madame Lefebvre, c'est votre dernière chance. Rendez-vous pacifiquement. » Dans la chambre sécurisée, Marie serrait Thomas et Léa dans ses bras, essayant de les garder calmes tandis qu'elle entendait le tumulte au rez-de-chaussée. Les enfants, effrayés mais déterminés, se tenèrent la main. « Tante Marie, » chuchota. « Léa, la maman de Thomas va bien, n'est-ce pas ?» La question, si innocente et en même temps si profonde, fit se serrer le cœur de la gouvernante. En quelques jours, cette femme simple était devenue plus une mère pour Léa que n'importe qui d'autre. De retour au salon, la situation atteignait son point critique. Coralie, acculée entre sa propre ambition et la réalité qui s'effondrait, commençait à montrer des signes de perte totale de contrôle. « Sais-tu ce qui est le plus ironique ?» continua-t-elle, riant hystériquement. Marine a découvert que sa véritable famille avait des connexions avec les Mercier. Elle faisait, d'une certaine façon, partie de ce monde même avant l'adoption. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Coralie, la voix de Julien résonna fermement, différente de tout ce qu'ils avaient entendu de lui. « Regarde-toi. Vois ce que tu es devenu. Toute cette haine, toute cette obsession. Pourquoi ? Pourquoi ?» explosa-t-elle. « Pour avoir ce que j'ai toujours mérité, le pouvoir, le respect, le contrôle. Et maintenant, à cause de cette femme. À de banlieue, tout est ruiné. » À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Léa, qui s'était faufilée discrètement hors de la chambre sécurisée, apparut en haut de l'escalier. « Tante Coralie, » appela-t-elle, sa petite voix ferme, « pourquoi tu ne peux pas simplement nous aimer vraiment ?» La simplicité de la question, la pureté de cette voix enfantine, sembla frapper Coralie comme la foudre. Ses mains tremblèrent, la télécommande oscillant entre ses doigts. « Amour » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « L'amour n'achète pas le pouvoir, ne garantit pas la position, mais il nous rend heureux, » compléta Thomas, apparaissant aux côtés de Léa. « Ma mère dit toujours que l'amour véritable n'attend rien en retour. » Élodie sentit son cœur s'arrêter en voyant son fils là, exposé au danger. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Coralie laissa tomber la télécommande, ses jambes cédant, tandis qu'elle s'effondrait sur le sol. « Je voulais seulement, » sanglota-t-elle, toute sa façade de pouvoir et de contrôle s'écroulant finalement. « Je voulais seulement appartenir. » À cet instant précis, la police fit irruption dans la demeure. En quelques secondes, Coralie était sous garde, vêtue ses plans et complots complètement démantelés. Julien courut dans l'escalier, prenant Léa dans ses bras tandis qu'Élodie faisait de même avec Thomas. Les enfants, encore effrayés mais soulagés, s'accrochèrent à leur protecteur. « C'est fini ?» demanda Léa, sa petite voix contre le cou de son oncle. « Oui, mon amour » répondit-il, échangeant un regard significatif avec Élodie. « Maintenant, nous pouvons être une vraie famille. » Tandis que Coralie était emmenée par la police, Marie apparut avec un plateau de chocolat chaud, son sourire maternel illuminant l'atmosphère tendue. « Je pense que nous avons tous besoin d'un moment pour respirer, » dit-elle doucement. « Et peut-être est-il temps de commencer à construire de nouveaux moments, de nouveaux liens. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés. Dans la demeure Mercier, une nouvelle famille se formait, non par les liens du sang ou du pouvoir, mais par l'amour véritable qu'ils avaient trouvé les uns dans les autres. Les jours qui suivirent la confrontation avec Coralie apportèrent une nouvelle routine à la demeure Mercier. Élodie et Thomas restèrent à la demande de Julien, qui insistait sur le fait qu'il devait encore s'assurer que tous les éléments du complot de Coralie étaient résolus. Cependant, tous savaient qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette demande. Durant le petit déjeuner, la grande table de la salle à manger, auparavant si formelle et silencieuse, résonnait maintenant de rires et de conversations animées. Thomas et Léa faisèrent des plans pour la journée tout en dévorant des crêpes préparées par Marie, qui semblait plus heureuse que jamais d'avoir une maison pleine de vie. « Monsieur Mercier » appela Lambert, le chef de la sécurité, entrant discrètement dans la pièce. « Le commissaire est ici pour la mise à jour que vous avez demandée. » Julien se leva, échangeant un regard significatif avec Élodie. « Nous allons le recevoir dans mon bureau. » Dans l'espace chaleureux revêtu de bois, le commissaire Durand présentait les dernières découvertes de l'enquête.
L'opération était plus vaste que nous ne l'imaginions, expliqua-t-il, étalant des documents sur le bureau. Coralie Lefebvre avait tout un réseau de collaborateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Le plan était d'utiliser Léa comme pièce maîtresse pour prendre non seulement la garde de la fillette, mais aussi le contrôle des entreprises Mercier. Élodie, qui assistait à la réunion à la demande de Julien, frissonna en pensant à ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas trouvé Léa cette nuit pluvieuse. Et concernant ce qu'elle a dit sur la véritable famille de Marine, demanda Julien, sa voix trahissant la tension qu'il ressentait. Le commissaire sortit une enveloppe brune de sa serviette. « Nous avons trouvé ceci dans le coffre-fort personnel de Coralie. Ce sont les résultats de l'enquête que Marine a menée avant de partir. Elle a découvert que sa mère biologique était en fait une cousine éloignée de son père adoptif. Une coïncidence incroyable. » Julien prit l'enveloppe d'une main tremblante. Alors Marine était, d'une certaine façon, réellement une Mercier? Oui, mais cela ne change pas l'essentiel, intervint doucement Élodie. Elle était votre sœur par l'amour, pas par le sang, et Léa est votre nièce pour la même raison. À l'extérieur du bureau, les enfants jouaient dans le jardin sous le regard attentif de Marie. Léa s'était transformée ces derniers jours, son sourire était plus fréquent, ses rires plus libres. La présence de Thomas et d'Élodie semblait avoir comblé un vide que même tout le luxe de la demeure ne parvenait pas à remplir. « Tonton Julien », appela Léa, courant dans le bureau dès que la réunion fut terminée. « Je peux montrer à Thomas les photos de maman, celles de l'album spécial. » La demande surprit tout le monde. Depuis qu'elle avait perdu sa mère, Léa parlait rarement de Marine ou montrait de l'intérêt pour ses souvenirs. « Bien sûr, princesse, » répondit Julien, ému. « Tu veux que je vous aide à chercher l'album ?»« Pas besoin, » sourit-elle. « Tante, Élodie sait déjà où il est. Elle m'aide toujours à regarder les photos quand ma mère me manque. » La révélation frappa Julien comme une vague de chaleur. En silence, il observa Élodie suivre les enfants vers la bibliothèque. Sa façon affectueuse et naturelle de traiter Léa, la manière dont elle respectait et nourrissait les souvenirs de Marine. « Monsieur Mercier » appela le commissaire, se préparant à partir. « Encore une chose. Nous avons trouvé ceci parmi les affaires de Coralie. Apparemment, elle tenait un dossier complet sur Madame Martin. » Julien prit le dossier offert, son cœur s'accélérant en lisant son contenu. Il n'y avait rien de compromettant. Au contraire, le document révélait une vie de travail honnête, de sacrifice pour l'éducation de son fils, de bénévolat dans la communauté et un immense respect gagné parmi ses voisins. Dans la bibliothèque, Élodie aidait les enfants à feuilleter l'album de photos. Chaque image de Marine provoquait une histoire différente de Léa, des souvenirs précieux qu'elle se sentait maintenant en sécurité de partager. « Regarde, Thomas », pointa-t-elle sur une photo. « Ici, c'est maman qui m'apprend à faire du vélo. Elle disait toujours qu'il faut avoir du courage pour essayer de nouvelles choses. »« Comme ma maman », s'exclama Thomas. « Elle dit toujours ça aussi. » Marie, qui observait la scène depuis la porte, essuya discrètement une larme. En ses nombreuses années au service de la famille Mercier, elle n'avait jamais assisté à des moments aussi authentiques d'affection et de connexion. En fin d'après-midi, tandis que les enfants jouaient avec un puzzle géant sur le tapis du salon, Julien trouva Élodie sur la terrasse, contemplant le coucher de soleil. « Vous avez transformé cette maison, » dit-il doucement, « transformé nos vies. » Élodie se tourna pour le regarder, ses yeux reflétant l'or du ciel. « Vous avez aussi transformé les nôtres. Thomas n'a jamais eu un ami comme Léa et moi. » Elle hésita, des mots non dits flottant dans l'air entre eux. À l'horizon, le soleil poursuivait sa descente, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, comme pour annoncer que, parfois, les plus belles fins commencent par un coucher de soleil. La nouvelle de l'arrestation de Coralie fit la une des journaux pendant des jours, mais à la demeure Mercier, la vie suivait un nouveau rythme. Les matins commençaient par l'arôme du café préparé par Marie, mêlé au rire des enfants. Les après-midi étaient remplis de jeux dans le jardin, de devoirs partagés et de moments de découverte mutuelle. Élodie avait reçu une proposition surprenante. Julien l'avait invitée à prendre la direction des projets sociaux de la Fondation Mercier, un domaine qui avait toujours existé plus sur le papier que dans la pratique. « Vous comprenez les véritables besoins des gens », expliqua-t-il lors d'une conversation dans le jardin. « Vous avez la sensibilité qui a toujours
manquer à nos projets. Mais je n'ai pas d'expérience en gestion de grands projets, hésita-t-elle. Mon travail a toujours été plus pratique. C'est exactement pour cela, sourit-il. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaisse la réalité, pas seulement des théories dans des tableaux. Pendant ce temps, Thomas et Léa avaient développé leur propre rituel. Tous les matins, avant d'aller à l'école, désormais la même après que Julien ait insisté pour inscrire Thomas dans l'école de Léa, ils se retrouvaient dans la bibliothèque pour regarder l'album de photos de Marine. « Ta maman était très belle », commenta Thomas ce matin-là, observant une photo où Marine souriait largement, tenant Léa bébé dans ses bras. « Oui », acquiesça Léa, passant délicatement ses doigts sur l'image. « Tu sais, parfois je rêve d'elle. Et dans mon rêve, elle sourit, comme sur la photo. Mais il y a plus de monde avec nous. Toi, ta maman, tonton Julien, tout le monde est heureux. » Marie, qui passait par la bibliothèque à ce moment-là, s'arrêta pour observer la scène. Les enfants, absorbés par leur conversation, ne remarquèrent pas les larmes dans les yeux de la gouvernante. À l'entreprise Mercier, les changements étaient également évidents. Julien avait entamé une restructuration complète, privilégiant des projets qui bénéficieraient non seulement aux actionnaires, mais aussi aux communautés où ils opéraient. Monsieur Mercier appela sa nouvelle assistante pendant une réunion. Madame Martin est ici pour discuter du projet pilote dans le quartier de la Colline de l'Espérance. Élodie entra dans la salle de réunion, son maintien démontrant une confiance qui grandissait chaque jour. Elle était habillée simplement mais élégamment, et ses yeux brillaient de l'enthousiasme de quelqu'un qui a enfin trouvé sa vocation. « J'ai parlé avec les habitants », commença-t-elle, étalant des dessins faits par les enfants du quartier sur la table. Ils ne veulent pas seulement un centre communautaire. Ils veulent participer à la construction, apprendre, se développer. Ils veulent de la dignité, pas de la charité. Julien observait, fasciné, tandis qu'elle présentait un plan détaillé de développement durable pour le quartier. À certain moment au cours des derniers mois, cette femme qui avait trouvé sa nièce sous la pluie s'était transformée en bien plus qu'une sauveuse. Elle était devenue une partenaire, une inspiration. Le soir, après que les enfants soient endormis, Julien et Élodie avaient pris l'habitude de partager un café sur la terrasse. C'était leur moment de tranquillité, de conversation sincère et de silence confortable. « Thomas m'a demandé quelque chose d'intéressant aujourd'hui », commenta-t-elle, soufflant doucement sur sa tasse fumante. « Quoi donc ?» Il voulait savoir si les gens peuvent choisir leur famille, si l'amour suffit à créer des liens aussi forts que le sang. Julien posa sa tasse, se tournant pour la regarder. « Et qu'avez-vous répondu ?»« J'ai dit que Marine avait choisi d'être une Mercier par amour, que Léa avait choisi Thomas comme frère par amour, et que parfois... » Elle hésita, son regard rencontrant le sien. « Parfois, le destin met des personnes sur notre chemin pour une raison. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Dans la chambre des enfants, Léa et Thomas dormaient paisiblement, leur lit côte à côte, depuis qu'ils avaient décidé que les frères et sœurs doivent rester près l'un de l'autre. Marie, faisant sa dernière ronde de la nuit, sourit en les voyant. Dans sa sagesse accumulée au fil des ans, la gouvernante percevait que la demeure Mercier, autrefois si froide et formelle, se transformait en un véritable foyer. Dans le bureau, sur la table de Julien, reposait un nouveau document, une proposition d'association pour Élodie au sein de la Fondation Mercier. À côté, une photo récente, Léa et Thomas sur la balançoire du jardin, leur rire figé dans le temps, tandis qu'Élodie et Julien les observaient, leur regard portant une promesse silencieuse d'avenir. L'amour, découvrirent-ils tous, prend de nombreuses formes. Parfois, il vient à travers une enfant trouvée sous la pluie. Parfois, à travers un garçon qui enseigne la générosité. Parfois, à travers une femme qui montre que la véritable richesse ne se mesure pas en compte bancaire. Et parfois, comme cette nuit étoilée sur la terrasse de la demeure Mercier, il vient à travers un simple moment partagé, quand deux personnes réalisent que leurs chemins, si différents au début, ont toujours été destinés à se croiser. Le premier jour du printemps se leva avec une nouvelle qui agita la demeure Mercier. Le procès de Coralie était terminé. L'ancienne cadre avait été condamnée pour ses crimes et tous ses complots avaient finalement été exposés. C'était la fin d'un chapitre sombre qui, paradoxalement, avait apporté tant de lumière dans la vie de tous.
Dans la cuisine, tandis que Marie préparait le petit déjeuner, Léa aidait à mettre la table, une habitude qu'elle avait développée après avoir observé Élodie et Thomas faire de même dans leur ancienne maison. « Tante Marie », appela la fillette, arrangeant soigneusement les serviettes, « est-ce qu'on peut faire un gâteau aujourd'hui? Je voudrais faire une surprise à tante Élodie. » La gouvernante sourit, remarquant à quel point Léa s'était épanouie ces derniers mois. « Bien sûr, ma chérie. Que dirais-tu de ce gâteau au chocolat que ta maman aimait tant? »« Oui, » s'exclama Léa avec enthousiasme. « Et on peut mettre des fraises dessus, comme tante Élodie le fait. » Dans son bureau, Julien finalisait les derniers détails du document le plus important qu'il ait jamais signé. Ce n'était pas un contrat de millions d'euros ou une fusion d'entreprises, c'était quelque chose de bien plus précieux. « Monsieur », appela Lambert depuis la porte, « l'assistante sociale est arrivée pour la visite programmée. » La femme qui entra dans le bureau portait un épais dossier et un sourire bienveillant. Après des mois d'évaluation et de visite, elle semblait aussi investie dans le processus que la famille elle-même. « Monsieur Mercier », commença-t-elle, s'installant sur la chaise, « tous les rapports sont extrêmement positifs. Le développement de Léa était remarquable et l'intégration avec Thomas et Madame Martin est exemplaire. » Julien acquiesça, son esprit vagabondant vers les transformations des derniers mois. La demeure, autrefois un symbole de statut et de solitude, était devenue un véritable foyer. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs. L'arôme des repas préparés avec amour remplissait les espaces et chaque pièce gardait des souvenirs de moments spéciaux partagés. À la Fondation Mercier, Élodie révolutionnait la façon dont les projets sociaux étaient menés. Son expérience de vie et sa sensibilité naturelle apportaient une perspective unique, transformant des initiatives bureaucratiques en actions véritablement significatives. Maman. Thomas fit irruption dans son bureau, suivi par Léa. « Regarde ce qu'on a fait en cours d'art plastique. » Les enfants montrèrent fièrement un dessin coloré. Une grande maison avec plusieurs personnes devant, Julien, Élodie, Léa, Thomas, Marie, et planant au-dessus d'eux, comme un ange gardien, la figure souriante de Marine. « C'est notre famille, » expliqua Léa, ses yeux brillants. « La maîtresse nous a demandé de dessiner ceux qu'on aime le plus, alors Thomas et moi avons décidé de le faire ensemble. » Élodie sentit ses yeux s'embuer. « C'est magnifique, mes amours. Allons le montrer à oncle Julien. » En chemin vers son bureau, ils passèrent devant la bibliothèque où un nouvel album de photos commençait à se former à côté de l'ancien. Il contenait des images récentes montrant des moments précieux. Léa et Thomas lors de leur premier jour d'école ensemble, un pique-nique dans le jardin avec toute la famille, Élodie et Julien dansant discrètement lors d'une soirée de bienfaisance. « Excusez-moi », appela Marie apparaissant à la porte de la bibliothèque. « Le déjeuner est servi, et les enfants ont une surprise. » Dans la salle à manger, un gâteau au chocolat garni de fraises occupait le centre de la table, sa décoration légèrement bancale trahissant les petites mains inexpérimentées qui l'avaient préparé. « Vous avez fait ça ?» demanda Élodie émue. « Léa et moi », répondit Thomas fièrement. « Tante Marie a aidé un peu. »« Un petit peu très grand », chuchota Marie à Julien qui rit discrètement. Pendant le déjeuner, entre discussion et rire, Julien observait la scène, le cœur plein. Voilà sa famille, pas celle que le destin lui avait initialement donnée, mais celle que l'amour avait construite. Marine serait fière, pensa-t-il, de voir sa fille si heureuse, si aimée. « Élodie », appela-t-il, lorsque les enfants étaient déjà partis jouer dans le jardin, « je dois vous montrer quelque chose. » Dans le bureau, il lui tendit 2 enveloppes. La première contenait les papiers de l'association à la fondation, déjà signés et enregistrés. La seconde, ce sont les documents d'adoption, expliqua-t-il doucement, pour officialiser ce qui existe déjà dans nos cœurs, pour que Thomas soit légalement un frère pour Léa, tout comme vous êtes déjà. Il hésita, les mots justes lui échappant momentanément. Tout comme je suis déjà quoi? Le taquina Élodie, un sourire jouant sur ses lèvres. Du jardin venait le son des rires des enfants mêlés au chant des oiseaux. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, françaises, créant un moment presque magique. C'était le moment, réalisa Julien, de finalement dire à haute voix ce que son cœur savait depuis longtemps. Le soleil de l'après-midi baignait le bureau de tons dorés, tandis que Julien prenait la main d'Élodie entre les siennes. Le moment qu'il avait imaginé tant de fois était enfin arrivé, et les mots qu'il avait si longtemps gardés dans son cœur étaient sur le point de prendre vie.
tout comme vous êtes déjà la personne qui a ramené la lumière dans cette maison, commença-t-il, sa voix douce mais ferme. La femme qui m'a appris que la famille ne se mesure pas au nom de famille ou au compte bancaire, mais à l'amour que nous partageons. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Les derniers mois avaient été un voyage de découverte, de peurs vaincues et de rêves réalisés. Mais ce moment, ce simple moment dans le bureau ensoleillé, semblait contenir toute la magie du monde. « Je ne propose pas seulement un partenariat dans les affaires ou une adoption formelle, » continua Julien. « Je vous demande d'officialiser ce que nos cœurs savent depuis longtemps. Élodie Martin, acceptez-vous de m'épouser ?» De la poche de sa veste, il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, un anneau délicat scintillait. Pas un bijou ostentatoire comme ceux que Coralie exigeait, mais une pièce unique, spécialement conçue pour refléter la simplicité élégante d'Élodie. Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite agitation à la porte attira son attention. Léa et Thomas, qui espionnaient évidemment la scène, n'avaient pas pu contenir leur excitation et avaient envahi le bureau. « Dis oui, maman !» s'exclama Thomas, ses yeux brillants d'anticipation. « S'il te plaît, tante Élodie !» compléta Léa, sautant de joie. « Comme ça, on sera une vraie famille. » Marie apparut juste derrière les enfants, essayant de dissimuler son propre sourire ému. « Les enfants, c'est un moment privé. »« Non, Marie, » interrompit Élodie, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Ils font partie de tout cela. Nous tous. » Se tournant vers Julien, qui tenait toujours sa main et l'anneau, elle répondit enfin « Oui, 1000 fois oui. » Le bureau explosa en célébration. Les enfants sautaient et criaient de joie. Marie essuyait discrètement ses larmes et Julien, les mains légèrement tremblantes d'émotion, glissait l'anneau au doigt de sa future épouse. « Maintenant, je peux appeler Thomas mon frère pour de vrai ?» demanda Léa, ses grands yeux pleins d'espoir. « Vous avez toujours été frères et sœurs de cœur, » répondit Élodie, les serrant tous les deux. « Maintenant, ce sera aussi officiel sur papier. » La nouvelle du mariage se répandit rapidement. La presse, qui avait été si cruelle avec des spéculations sur Élodie, peignait maintenant une histoire d'amour véritable qui transcendait les barrières sociales. Mais pour la famille, la véritable célébration se passait dans les petits moments partagés. Comme ce soir-là, quand ils se réunirent tous dans le jardin pour un dîner spécial. La table avait été dressée en plein air, illuminée par de petites lumières décoratives que Marie avait dispersées dans les buissons. Le parfum des fleurs de jasmin emplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations animées. « Tonton Julien » appela Léa pendant le dîner. « Je peux aller. » « Chercher l'album de maman. » Quand il acquiesça, la fillette courut à l'intérieur et revint portant le précieux livre de souvenirs. Elle l'ouvrit à une page spécifique où une photo de Marine souriait radieusement. Maman disait toujours que l'amour véritable, c'est quand on trouve des personnes qui font sourire notre cœur, dit-elle, sa petite voix chargée de sagesse. Comme vous vous faites sourire le cœur l'un l'autre. Julien attira sa nièce sur ses genoux, embrassant doucement son front. Ta mère était très sage, princesse, et je suis sûr qu'elle est très heureuse de voir notre famille ainsi unie. Unie par l'amour, le compléta Thomas, fier d'utiliser la phrase qu'il entendait si souvent sa mère répéter. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé et entouré par l'amour de leur famille nouvellement formée, Julien et Élodie partagèrent bien plus qu'un baiser de fiancés. Ils partagèrent la certitude que certaines rencontres sont véritablement destinées à se produire. La demeure Mercier, autrefois symbole de pouvoir et de statut, s'était transformée en un véritable foyer, où les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs, où l'amour et la compréhension avaient remplacé l'ambition et les apparences, et où une famille s'était formée non par les liens du sang, mais par les liens beaucoup plus forts du cœur. Et ainsi, lors d'une nuit magique de printemps, sous les étoiles qui semblaient danser dans le ciel, une nouvelle histoire commençait, non pas une fin heureuse, mais un nouveau départ rempli de promesses, de rêves et du plus pur des amours. Le matin du mariage se leva radieux, comme si le ciel lui-même voulait célébrer cette union. Dans la chambre principale de la demeure Mercier, Léa tournoyait dans sa robe de demoiselle d'honneur, tandis que Marie donnait les dernières retouches à la coiffure d'Élodie. « Tu ressembles à une princesse !» s'exclama Léa, ses yeux brillants, d'admiration en voyant Élodie dans sa robe de mariée, une pièce élégante et délicate qui reflétait parfaitement sa personnalité. « Merci, mon amour »
sourit Élodie, ajustant la tiare de fleurs naturelles qui ornait ses cheveux. Toi aussi, tu es magnifique. À la porte de la chambre, Madame Josette apparut les larmes aux yeux. La voisine, qui avait été comme une seconde mère pour Élodie et Thomas pendant si longtemps, ne pouvait pas manquer ce moment spécial. « Qui l'aurait cru, ma fille ?» dit-elle, serrant Élodie dans ses bras en prenant soin de ne pas froisser la robe. « De cette nuit pluvieuse à aujourd'hui, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, n'est-ce pas ?» Dans la chambre voisine, Thomas ajustait son nœud papillon avec l'aide de Julien. Le garçon, choisi comme page, prenait son rôle avec tout le sérieux du monde. « Papa » appela-t-il, le mot encore nouveau dans sa bouche mais sonnant si naturellement. « Tu promets que tu rendras maman heureuse pour toujours ?» Julien s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon, son cœur débordant d'amour en entendant comment Thomas l'appelait. « Je te le promets, fils, tous les jours de ma vie. » Le mariage aurait lieu dans le jardin de la demeure, transformé en un décor de conte de fées. Des fleurs blanches et roses décoraient le chemin jusqu'à l'autel, et de petites lumières avaient été distribuées parmi les branches des arbres, prêtes à briller quand la nuit tomberait. Les invités commencèrent à arriver, un mélange intéressant de deux mondes qui s'unissaient maintenant. Des cadres en costumes coûteux s'asseyaient à côté d'habitants du quartier populaire, tout cela pour célébrer un amour qui prouvait que les différences sociales ne signifient rien quand les cœurs se rencontrent. Marie coordonnait les derniers détails avec l'efficacité habituelle. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un éclat spécial de quelqu'un qui voit une famille véritablement se compléter. « Les enfants sont prêts ?» informa-t-elle à Julien qui attendait nerveusement à l'hôtel. Et Élodie, « Eh bien, préparez votre cœur. » La musique commença doucement et tous les regards se tournèrent vers le début de l'allée décorée. D'abord vint Léa, répandant des pétales de rose sur le chemin, son sourire illuminant tout le jardin. Juste derrière, Thomas portait les alliances sur un petit coussin, sa posture démontrant toute la fierté qu'il ressentait. Et puis, Élodie apparut. Sa robe simple mais élégante flottait doucement avec la brise de l'après-midi, et son sourire. Son sourire contenait tout le bonheur du monde. À ses côtés, le commissaire Durand la conduisait, une demande spéciale d'elle en reconnaissance du rôle fondamental qu'il avait joué en apportant la justice et en permettant que ce moment soit possible. Julien sentit son cœur s'arrêter un moment en la voyant. Dans son esprit, des flashbacks des derniers mois défilaient comme un film. La première rencontre sous la pluie, à travers Léa, les découvertes sur Coralie, les moments partagés, sur la terrasse, le premier baiser timide, et maintenant ce moment parfait. Quand Élodie arriva à l'hôtel, Léa et Thomas se placèrent aux côtés de leurs parents, formant le tableau parfait d'une famille que le destin avait unie des façons les plus inattendues. « Vous êtes magnifique », murmura Julien, sa voix chargée d'émotion. L'officiant commença la cérémonie, mais pour tous les présents, le véritable rituel était dans les regards échangés entre les mariés, dans la façon dont les enfants se tenaient la main, dans la manière dont Marie et Madame Josette essuyaient discrètement des larmes. « L'amour, commença l'officiant, est la force la plus puissante de l'univers. Il ne connaît pas de barrières sociales, ne se soucie pas du statut ou des apparences. L'amour véritable est celui qui nous rend meilleurs, qui nous fait grandir et évoluer. » Dans le ciel, le soleil commençait sa descente douce, peignant l'horizon de teintes roses et dorées. Les petites lumières dans le jardin commençaient à briller, créant une atmosphère magique qui semblait sortie d'un rêve. Et tandis que l'officiant conduisait les vœux matrimoniaux, tous les présents pouvaient sentir qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. Pas seulement l'union de deux personnes, mais la consolidation d'une famille qui prouvait que l'amour véritable peut surgir dans les endroits les plus inattendus et transformer des vies pour toujours. Les vœux d'Élodie et Julien résonnaient dans le jardin illuminé, chaque mot chargé d'émotion et de vérité. Ce n'étaient pas des promesses vides ou des phrases toutes faites, c'étaient des déclarations sincères d'un amour qui avait grandi naturellement, surmonté des obstacles et transformé des vies. « Julien, » commença Élodie, sa voix douce mais ferme, « quand j'ai trouvé Léa cette nuit pluvieuse, je ne savais pas que je trouvais aussi mon destin. Tu m'as appris que la grandeur ne réside pas dans la taille du compte bancaire, mais dans celle du cœur. Je promets d'être à tes côtés à chaque instant, d'être partenaire dans la vie et dans les rêves, et d'aimer notre famille de toutes mes forces. » « Élodie, » répondit Julien, ses mains tenant délicatement les siennes, «
Tu as apporté la lumière dans notre vie quand nous en avions le plus besoin. Tu as transformé une maison en foyer, montré que la famille est bien plus que des liens de sang. En toi, j'ai trouvé non seulement l'amour de ma vie, mais aussi la mère dont Léa avait besoin, la force que je cherchais. Je promets d'honorer cet amour chaque jour, de protéger notre famille et de ne jamais oublier que la vraie richesse se trouve dans les moments que nous partageons. Léa et Thomas, qui observèrent tout de près, échangèrent des sourires complices. Leurs petites mains entrelacées symbolisaient une union qui allait bien au-delà du mariage de leurs parents. C'était la rencontre de deux mondes, la preuve que l'amour véritable ne connaît pas de frontières. Lorsque les alliances furent échangées et que le baiser scella l'union, le jardin explosa en applaudissements et félicitations. Les lumières décoratives brillaient comme des étoiles terrestres, créant une atmosphère magique qui resterait à jamais dans la mémoire de tous. Durant la fête qui suivit, les moments spéciaux se multiplièrent. Marie dansait avec Thomas, lui enseignant patiemment les pas avec une patience maternelle. Madame Josette partageait des histoires de l'enfance d'Élodie avec les invités, ses paroles pleines de fierté et d'affection. Dans un moment tranquille, Léa s'approcha du nouveau couple, portant l'album de photos de sa mère. « Regardez ce que j'ai trouvé, dit-elle, l'ouvrant à une page spécifique. C'était une photo de Marine enceinte, son sourire radieux, tandis qu'elle caressait son ventre. Dans la marge de la photo, un message écrit à la main. « L'amour se multiplie, jamais ne se divise. » « Ta mère avait raison, princesse, » sourit Élodie, embrassant la fillette. « Et je suis certaine qu'elle est très heureuse de voir notre famille. Ainsi unie et complète. » La nuit avançait, mais la magie du moment semblait suspendue dans le temps. Au centre de la piste de danse, Julien et Élodie dansaient doucement, leur corps se mouvant en parfaite harmonie. « Tu sais, » chuchota-t-il à son oreille, « quand Marine est partie, j'ai pensé que je ne retrouverais jamais de véritable joie. Mais alors tu es apparu, ramenant non seulement Léa, mais aussi un nouveau sens à nos vies. La vie a des façons mystérieuses de nous surprendre, » répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Parfois, il faut se perdre pour trouver le bon chemin. » Près de la table du gâteau, Thomas et Léa faisaient des projets pour l'avenir. « Maintenant que nous sommes vraiment frères et sœurs, disait Léa, nous devrons prendre soin l'un de l'autre pour toujours. Pour toujours, acquiesça Thomas solennellement. Et nous prendrons aussi soin de nos parents, pour qu'ils restent toujours aussi heureux. Marie, qui passait près d'eux et entendit la conversation, sentit son cœur se remplir de joie. En toutes ces années au service de la famille Mercier, elle n'avait jamais assisté à un bonheur si authentique, à un amour si véritable. La fête continua jusque tard dans la nuit, mais le moment le plus touchant était encore à venir. Lorsque la plupart des invités étaient déjà partis, la famille se réunit dans le jardin pour un dernier rituel. Ensemble, Julien, Élodie, Léa et Thomas lâchèrent de petites lanternes dans le ciel étoilé. Chacune portait un souhait, une promesse, un espoir pour l'avenir. « Pour notre famille », dit Julien tenant la main d'Élodie. « Pour l'amour », compléta-t-elle, tandis que les lanternes s'élevaient doucement, illuminant la nuit. Et ainsi, sous un ciel étoilé et des cœurs débordant de bonheur, une nouvelle histoire commençait. Non pas une fin heureuse traditionnelle, mais le début d'un voyage encore plus beau, le voyage d'une famille construite avec amour, renforcée par l'équipe, différence et unie par le destin.